Bonjour à tous. Nous consacrons ce duel des éditorialistes à quelques temps forts de l'interview accordée par le président Ouattara à l'hebdomadaire Jeune Afrique. On a tous retenu cette phrase qui fait couler depuis ce week-end beaucoup d'encre et de salive à propos de la présidentielle de 2020. Je cite, « La nouvelle constitution m'autorise à faire 2 mandats à partir de 2020. Je ne prendrai ma décision définitive qu'à ce moment-là, en fonction de la situation de la Côte d'Ivoire. La stabilité et la paix passent avant tout, y compris avant mes principes. » Fin de citation. Avant de vous présenter mes invités, voici comment certains Ivoiriens ont réagi ce matin aux propos du chef de l'État. Les avis sont très partagés. Reportage à Armand Blédou, Joseph Zécré. Moi, en tant que citoyen ivoirien, le seul conseil que je puisse lui donner, c'est de ne plus se représenter. Parce qu'il a eu déjà 2 mandats, même si la Constitution lui demande de le faire. Pour un homme sage, il faudrait qu'il se retire, donner la chance à d'autres personnes de travailler pour la Côte d'Ivoire. Moi, en tant qu'un jeune Ivoirien, en tant que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les crises qui se sont passées, si c'est que lui-même, en tant qu'un Ivoirien, il aime les Ivoiriens, s'il sait que son 3e mandat ne peut pas créer problème, il n'y a pas de souci. S'il sait que ça peut créer problème, il n'a qu'à céder, quoi. C'est mieux. Bon, au niveau de la Constitution, je crois que ce qui est dit dans la loi, ça doit être appliqué. Maintenant, au niveau du président de la République, vu ses travaux qu'il amène actuellement, je crois qu'avec ses travaux, on ira à l'émergence. Donc, c'est bon pour lui. C'est bien qu'il fasse ce 3e mandat pour encore mieux développer la Côte d'Ivoire. Je vous présente mes invités. Félix Bonny, rédacteur en chef de l'Infodrome, le site d'information du groupe de presse Olympe, qui édite les quotidiens L'Inter et Soir Info. Alafé Ouakili, journaliste, écrivain et directeur général du groupe de presse L'Intelligent d'Abidjan et Afrique Presse. Vous êtes également consultant pour plusieurs médias internationaux. Alors, ma première question, elle est celle-ci. Pourquoi cette décision du chef de l'État, pourquoi cette annonce du chef de l'État fait-elle couler beaucoup d'encre et de salive? Pourtant, c'est pas la première fois qu'il en parle. C'est peut-être parce qu'il en reparle que ça dérange. Effectivement, c'est pas la première fois qu'il en parle, et puis c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Mais il y a peut-être une petite évolution, et le bout de phrase qui a été mis en avant, à savoir qu'il n'exclut pas, à savoir qu'il pourrait même renier ses principes au nom de la stabilité, a certainement inquiété et alerté. Félix Bonny. Je pense que c'est la même chose, je dirais. Le bout de phrase qui dit qu'il est prêt à renier ses principes pour la stabilité et la paix montre que le président Ouattara de plus en plus entrevoit effectivement l'idée d'un 3e mandat. Ça conforte l'idée de ce 3e mandat. Donc, du coup, on n'est pas surpris de cette levée du bouclier. Alors, on a vu, depuis ce week-end, on a tellement remué, décortiqué ce qui pourrait se cacher derrière cette intervention. Est-ce que la constitution ivoirienne aujourd'hui ne permet-elle pas qu'il se représente pour un nouveau mandat? Oui, certainement, on peut trouver des arguments dans la Constitution pour lui permettre d'être candidat, tout comme on peut trouver des arguments pour qu'il empêcherait d'être candidat. En Côte d'Ivoire et aussi partout en Afrique, on pense que la lecture des constitutions, surtout dans les dispositions qui sont pas précises et claires, permet de faire beaucoup de choses. Vous savez, pour éviter ceci, dans certains pays, il est dit personne ne peut diriger un pays de façon continue ou discontinue pendant 2 mandats. Je crois que le Burkina même a clarifié ça parce qu'ils étaient inquiets que le président Compaoré, qui a fait plusieurs mandats, aille un jour à nouveau être candidat. Donc, de façon continue ou discontinue, on ne peut pas faire 2 mandats. Je pense qu'il aurait peut-être fallu clarifier ça ici, parce que dans le cas ivoirien, il y a quelque chose non plus qui n'est pas clarifié.
2 mandats, on pense que c'est de façon continue, c'est pas bien. Aujourd'hui, quand les gens se disent si le président Baboso il peut être à nouveau président, c'est parce que la Constitution n'interdit pas. Lui, il a fait peut-être un seul mandat, c'est vrai, mais au cas où il aurait fait 2 mandats et qu'il part 5 ans faire autre chose, à la Poutine, il est Premier ministre pendant 5 ans, il se balade pendant 5 ans, après 2 mandats, il revient, il peut être encore candidat. Donc, je pense qu'il aurait fallu peut-être demander de bien clarifier, c'est pas fait. Donc, il y a un boulevard dans lequel le président s'engouffre, mais il faut aussi savoir qu'il n'a pas dit je vais être candidat, il a dit je peux être candidat. Le débat, il y a les uns qui estiment qu'il peut même pas être candidat, lui il estime qu'il peut l'être, donc le débat est déjà là-dessus, mais il n'a pas encore dit qu'il est candidat. Félix Boni, est-ce qu'il peut être candidat? Je m'inscris dans ce principe autant pour moi d'interprétation des textes. Si on veut se baser officiellement sur les textes, je dirais que la nouvelle constitution peut permettre au président de la République d'être candidat, d'autant plus que on n'a pas fait que reviser la constitution, on a plutôt réécrit la constitution, on est passé d'une république à une autre, ce qui a priori met à plat tout ce qui s'est passé auparavant. Donc, sur la base de cette interprétation, on peut dire que le président de la République peut être candidat et mieux, 2 fois encore après 2020. Par contre, la Constitution actuelle a réaffirmé le principe de 2 mandats de la Constitution passée. Ça veut dire que sur la base également de la réaffirmation du principe qui dit qu'un président ne pourrait pas aller au-delà de 2 mandats, normalement le président de la République devrait pouvoir ne pas se présenter pour 2020. Du coup, ça pose un problème d'éthique politique. Je crois que c'est là qu'on en est, et ce qui fait que l'idée que le président pourrait se représenter, du coup, suscite le débat, parce qu'on se dit, est-ce que le président n'est pas en train d'enfreindre à cette éthique qu'on s'est donnée, alors que partout ailleurs, dans d'autres pays, la démocratie roule très bien avec les 2 mandats, qui sont bien respectés, juste à côté au Ghana, et puis, je dirais dans d'autres pays, au Bénin et autres. Mais est-ce que il n'est surtout pas sur ce terrain-là plus question comme il le disait tout à l'heure, de respect d'une certaine éthique, c'est-à-dire que le respect de la parole donnée, puisque à plusieurs reprises lui-même il a déjà dit qu'il ne serait plus là après 2020 et qu'il laisse flotter un peu ce doute-là, c'est ce qui interroge. De toute façon, le président lui-même il a dit principe. Est-ce que c'est principe? Moi je pense qu'il devrait plutôt dire revenir sur ma parole, parce que en termes de principe, on sent aussi que souvent c'est vrai qu'on est resté sur 2 mandats entre la Deuxième République, la dernière constitution, et l'actuelle. Mais il me semble qu'à 1 ou 2 reprises, le président a marqué ses réserves sur la pertinence de la limitation des mandats. Il s'est interrogé pour savoir l'efficacité. Et c'est ce qui pose problème. Oui, c'est ce qui pose problème, puisque aujourd'hui on a limité l'âge. On a enlevé la limitation d'âge. Et je crois souvent le président lui-même s'est interrogé sur le fait de limiter les mandats. Voyez-vous, pourquoi avons-nous accepté même d'enlever la limite d'âge? Il est évident que si dans le cas d'espèce, on n'avait pas enlevé la limite d'âge, peut-être que le président n'aurait pas pu être candidat. Donc aujourd'hui, il peut être candidat, il faut peut-être que la lecture, voyez-vous, quand les gens font la lecture en disant d'une constitution à l'autre, il ne peut pas. Les gens oublient que dans l'ancienne constitution, si elle était restée, il était bloqué peut-être par 2 choses. La limite d'âge et puis la limite des mandats. On peut bien limiter les mandats, mais si l'âge n'est pas limité, c'est un boulevard aussi. Pourquoi les Ivoiriens ont accepté de voter? Non, il n'y a pas eu de débat sur la limitation de l'âge. Ça veut dire qu'on peut avoir un président qui a 100 ans. C'est un problème aussi. En clair, voilà. Le président Bédié peut se présenter oui, aussi. mais pourquoi on peut avoir un président qui a 100 ans et puis on peut pas avoir un président qui a 30 ans? Sur quelle base peut-on penser que celui qui a 30 ans, qui peut être député, qui peut être ministre, qui peut être maire, qui peut à la limite être vice-président, je ne sais pas, bon, qui ne sera pas vice-président, qui peut être premier ministre et qui peut être en posture de succéder au président à 30 ans, il peut pas être président de la République. Sur quelle base? Il y a des questions de fond, au-delà de ce que le président Ouattara a dit et des débats sur la limitation ou pas, il y a des questions qui amènent à s'interroger à nouveau sur notre constitution et sur un certain nombre d'insuffisances. Ça veut dire qu'en clair, le président Bédié également peut se, évidemment, le président, se présenter. Il n'y a
plus de limitation d'âge. Le président Bédié n'a fait qu'un seul mandat, d'ailleurs, qui n'est pas allé à terme. Donc, il est pleinement dans ses droits de pouvoir être candidat. Mais cette question, il faut le dire, ce débat qui se pose, je pense qu'il tire son origine depuis la construction de notre nouvelle arsenal juridique. Pourquoi est-ce que nous avons fait une nouvelle constitution et pas seulement une révision de la constitution? Je pense que si on avait simplement révisé la constitution, nous n'en serions pas aujourd'hui à une troisième république et ce débat ne se poserait pas. Peut-être on aurait révisé l'âge, mais le principe de 2 mandats serait resté. Du coup, en remontant à tout ça dans l'esprit de la création d'une troisième république, peut-être déjà cette idée de la possibilité d'un 3e mandat avait déjà germé. Et d'ailleurs, l'un des proches du président de la République, le ministre Cissé Bakongo, qui, dit-on, aurait été l'auteur de cette nouvelle constitution, l'avait prédit déjà en janvier 2000, je crois, 16. Dans une tribune. Oui, dans une tribune, en disant pourquoi pas ne pas laisser le président continuer si on ne peut pas trouver quelqu'un qui a sa dimension, qui peut préserver l'œuvre, qui peut faire mieux que lui. Et ça, c'était avant le débat sur la nouvelle constitution. Du coup, quand on en arrive à cette idée de 3e mandat, on se dit, est-ce que c'était pas déjà ce qui était en train de se préparer? Alors, quelque part, c'est bien de dire que il n'a pas droit à un 3e mandat. C'est bien de le dire, mais est-ce que cela n'aurait été pas évité, par exemple, si la Constitution, si l'opposition, une certaine opinion ivoirienne, s'était battue pour faire échec au référendum constitutionnel de 2016. Oui, certainement, ce débat ne serait pas d'actualité aujourd'hui, mais il est évident aussi que dans le contexte RHDP, le PDCI soutenant fermement le RDA et le président Ouattara dans cette démarche, il est évident que même l'opposition réunie, faisant campagne, n'aurait pas, de mon point de vue, été à mesure d'empêcher l'adoption de la Constitution, mais aussi on peut dire que peut-être ça aurait pu changer. C'est pas une manière de dire que ça ne sert à rien, mais ça aurait été pris en compte certainement le suffrage. Ça vaut mieux de participer que de boycotter. Alors, est-ce qu'on peut interpréter cette sortie médiatique du président Ouattara comme une pression supplémentaire exercée sur le président Henri Konan Bédié afin qu'il dise très clairement ou qu'il affiche très clairement ses réelles intentions par rapport à 2020? C'est ce qu'on dit. Je pense que le président Ouattara tient ces propos-là comme une sorte d'épée de Damoclès pour pouvoir mettre la pression sur ses adversaires. Aujourd'hui, le président est dans une posture un peu délicate qui fait qu'il essaie de tirer sur certaines manettes, tenir certaines manettes pour essayer de mettre la pression sur ses adversaires. Il y a la formation du gouvernement qu'il a lancée, qui fait que du coup, au sein du PDCI, il y a une sorte de friction, de division, il y a une frilosité qui gagne certains cadres du PDCI. Il y a le Sénat dont on n'a pas encore nommé les 33 membres, alors que c'est vraiment un bon appât pour attirer beaucoup de cadres du PDCI qui estiment avoir l'expérience nécessaire pour aller au Sénat, un bon Sénat avec un bon traitement, un bon garage. C'est mon point de vue sur la question du Sénat. Mais également cette question aussi de la candidature 2020 qui est également aussi une forme de pression pour demander au PDCI, déterminez-vous, parce que si vous ne vous déterminez pas, moi je tiens encore les manettes du pouvoir et j'ai la possibilité, moi, de me présenter vis-à-vis des textes. Dans tous les cas de figure, c'est le Conseil constitutionnel qui va le trancher. Je me demande très bien est-ce que le Conseil constitutionnel, tel que le président vient de le dire, ira dans le sens contraire de ce que le président Ouattara vient de dire. Je ne pense pas. Donc du coup, on est dans une certaine dynamique de 3e mandat qui constitue une forme de pression pour le président de la République vis-à-vis de ses adversaires. Et ses adversaires dans la grande famille du RHDP. Très bien. Alors, on a écouté il y a quelques instants les avis de la rue, comme on dit, mais que pense la classe politique ivoirienne? Armand Blédou et Joseph Zécré étaient ce matin à l'Assemblée nationale. Ils ont recueilli les réactions de l'honorable Mariam Traoré, députée RDR de Tengrela, et puis les réactions de Pascal Afine-Guesson, le président du Front populaire ivoirien. Le président de la République se trompe. Le principe en Côte d'Ivoire, c'est qu'un citoyen ne peut pas avoir plus de 2 mandats. Ça a été affirmé dans la Constitution de 2000 et réaffirmé dans celle de 2016. Donc il n'y a aucune raison, ni juridique ni politique, pour qu'il puisse espérer
se représenter en 2020. Le faire, c'est aller à l'encontre de la volonté des Ivoiriens. Et en tant que président de la République, il a la responsabilité de veiller à ce que la Côte d'Ivoire véritablement retrouve la paix et la stabilité. Et cette paix et cette stabilité passent par son retrait pur et simple du jeu politique parce qu'il a fini ses 2 mandats. Ça lui donne le droit de postuler, d'avoir un 3e mandat. Mais est-ce que c'est faux? C'est pas faux, c'est une réalité. Voilà. Donc on n'a pas vraiment ce... C'est un Ivoirien comme tout le monde. Si la Constitution l'autorise, il se présente comme il ne peut pas se présenter. Mais on ne peut pas l'empêcher aussi de se présenter. Voilà ce que je peux dire. Alors, le président a également abordé d'autres points tout aussi importants dans l'interview, mais on ne s'est focalisé que sur 2020. Je vais y arriver. Il a pas également le profil, le portrait robot. Il a fait un peu le portrait robot du futur candidat du RHDP. Il dit que ce sera une personne qui réussira à faire le consensus et qui aura le plus de compétences et d'expérience. De qui s'agirait-il? Je ne saurais le dire. Lui-même n'a pas pu dire un nom. Je pense qu'il nous est difficile de dire un nom. Mais il y a 3 choses qu'il a données. Consensus, un homme consensuel, compétence et expérience. C'est le meilleur. Donc, en Côte d'Ivoire, on a besoin, le RHDP a besoin, et c'est ça qui est important. Il le dit, et je pense que le président peut y adhérer, et je pense que c'est des choses que peut-être tout Ivoirien peut accepter en sortant du RHDP pour aller aussi vers les autres partis. Le candidat doit être un homme consensuel, un homme d'expérience et un homme de compétence. Donc voici, c'est ça. Je pense que c'est pas mauvais que le RHDP puisse trouver un tel candidat. S'il est issu du PDCI, tant mieux. Ça veut dire que ce candidat que le PDCI va présenter doit être consensuel, c'est-à-dire accepté par le RDR, qui séduit le RDR au-delà du PDCI. Il doit avoir de l'expérience et il doit avoir de la compétence. Je pense que c'est un bon critère pour un président de la République. Et quand on a ces atouts, qu'on est issu du RHDP, on a des arguments pour séduire aussi l'opposition. Mais je ne vois pas qui se dessine derrière ce portrait robot pour l'instant. Peut-être que le paradoxe, c'est que ces 3 critères éliminent d'abord le président de la République parce que lui-même n'est pas, il fait pas le consensus. Donc déjà, il est éliminé par le premier critère. Maintenant, cherchons la compétence, l'expérience et voilà, l'expérience est là. Maintenant, les autres peuvent mettre en doute sa compétence absolument, aussi, ses adversaires politiques. Absolument. Donc alors, du coup, moi je pense que le président le disant, le président de la solidité de la tête, je pense qu'il faut des 3 critères, je retiens le mot consensus. Le président Ouattara n'a pas envie de laisser le pouvoir entre les mains de n'importe qui. Il a besoin de laisser sa succession à quelqu'un dont il a confiance, dont il est certain qu'il peut-être éventuellement pourra continuer son travail. Pourquoi pas, même ne l'embêtera pas parce qu'on est dans un contexte politique. Il y a des présidents qui arrivent, qui poursuivent d'autres. Il y en a qui viennent aussi, qui n'embêtent pas leurs camarades. Je pense que le président soupèse véritablement le mot consensus. Les hommes d'expérience, il y en a. Le deuxième critère, c'était lequel? La compétence. Il y a beaucoup de cadres compétents, mais des cadres qui feront le consensus entre le RDR, le PDCI, j'allais dire la grande famille du RHDP, il y en a beaucoup. N'oublions pas que Mabry Touakéss aussi est candidat. Parce qu'il fait le consensus. Alors, il a également évoqué l'urgence de la mise en place du parti unifié. En quoi cela est-il urgent de mettre en place aujourd'hui le parti unifié? C'est à partir du parti unifié qu'on trouvera le candidat du consensus. C'est à l'intérieur de la grande famille qu'il souhaite, qu'il cherche ce consensus. Si cette grande famille n'arrive pas à se former, il va de soi que chacun ira avec ses candidats. D'ailleurs, l'idée a été déjà avancée par le président Ouattara lui-même au cours d'une interview à Paris et qui a été également repris par le président Bédié. Ça veut dire que ce consensus, je pense, il sera difficile. Alors, à propos de Guillaume Soro, il dit qu'il n'y a aucun problème entre Guillaume Soro et lui. Il l'a même qualifié de son jeune frère. Et quand on lui demande quel avenir voyez-vous pour Guillaume Soro, sa réponse est très incisive. Cela relève de son choix. Alors... Oui, c'est une manière de dire que l'avenir politique de Guillaume Soro ne le concerne pas. Il ne le voit plus en filleul.
dont il serait le mentor et le parrain. Mais en même temps, cela signifie qu'il invite éventuellement Guillaume Soro et tout autre à prendre leurs responsabilités. Et d'ailleurs, je crois que Guillaume Soro a dit qu'il n'avait pas l'âme d'un héritier. Donc c'est tout à fait normal. Le président Ouattara est en train de lui dire, si ça t'intéresse, assume, prends tes responsabilités. Il le pousse dans ce dernier retranchement, il le met face à son destin, il fouette son orgueil et il ne fera peut-être rien pour lui, mais il ne l'empêchera pas de faire quoi que ce soit. Tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Comme d'ailleurs, comme aussi beaucoup a dépendu de Ouattara lui-même, alors qu'il y avait tant d'obstacles. Alors qu'on lui déniait même le fait d'être ivoirien, d'appartenir à ce pays, contre vents et marées, il a tout bravé. Il a envie de dire, mais vas-y, si tu te le sens, ça dépend de lui. Qu'est-ce que lui, on lui a pas dit, Ouattara? Qu'est-ce que lui, on ne lui a pas fait? Mais il y est allé. Donc, faut pas qu'on compte sur lui. Faut pas que Guillaume Soro compte sur lui, qu'il compte sur lui-même. Et dans notre débat, on oublie un peu aussi, faut dire que ça dépend pas seulement de Ouattara, ça dépend du peuple ivoirien. Le peuple ivoirien aura son mot à dire parce que si de bons choix ne sont pas faits, ni par le PDC, ni par le RDN ou par le RHDP, il peut arriver qu'un candidat issu du RHDP ou de ses partis soit, comme on l'a vu dans les petites élections, ça peut arriver qu'au niveau national, malgré tous les moyens qui seront mis, si des bons choix ne sont pas faits, ça peut arriver qu'il y ait des surprises. Le peuple décidera mais autrement. Que cela arrive, faut que ceux qui veulent être présidents aient l'audace, assument leur destin, comme certains candidats l'ont fait. Contre vents et marées, ils ont été limogés de leur poste, ils ont été sanctionnés du RD, ils sont sortis, il y a eu des menaces, ils ont dit non, ils veulent être maire, ils ont dit non, ils veulent être députés, ils ont dit non, ils veulent être président du conseil régionaux, et parfois ils sont allés jusqu'au bout, ils ont gagné. Donc je pense que quand on veut être président des Ivoiriens, il y a un minimum d'audace qu'il faut avoir. Quand on n'a pas cette audace-là, on ne mérite pas de gouverner la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Félix Boni. Ma réponse sur la question, ma réaction sur la question, je pense que c'est une réponse qui plaira bien à Guillaume Soro, qui d'ailleurs ne cache pas bien son jeu de vouloir devenir président. Et ça révèle effectivement qu'il y a problème entre les deux. Ouattara qui dit qu'il donnera sa réponse en 2020 et qui dit à Guillaume Soro que son destin politique dépend de lui, sa trajectoire politique dépend de lui-même. Quand s'il met Soro dans l'arène, et si Soro se prépare dès maintenant, parce que la présidentielle de 2020, c'est dans moins de 30 mois. Dans 30 mois, ça veut dire que Soro doit se préparer maintenant. Mais s'il se prépare maintenant, qu'en 2020, Ouattara dit je suis candidat, il devient adversaire. Ça veut dire que quelque part, il y a quelques frictions quand même entre les deux. Il y a une sorte d'adversité. Son destin politique dépend de lui. Moi, je ne me mêle pas. Et Guillaume Soro, je pense qu'il va saisir au bon cette réponse pour éventuellement amplifier davantage ce qu'il a commencé dans l'ombre. Alors, au-delà d'amplifier, franchis le pas, enfin. Il faut oser plus. Oui. Alors, sur la réconciliation, le président Ouattara a rappelé que c'est la justice qui devrait jouer son rôle. Et plutôt que de parler de réconciliation, on parlerait maintenant de cohésion sociale. C'est quoi la différence? J'en vois pas. La cohésion sociale, c'est le vivre ensemble. La réconciliation nationale, réconcilier, c'est vivre ensemble. La cohésion, c'est la réconciliation, vivre dans la cohésion, vivre dans la paix, vivre dans le calme, vivre dans l'apaisement. Je pense que c'est la réconciliation. Et je crois qu'il a voulu éviter la polémique, le débat récurrent des questions de prisonniers politiques, des libérations des uns et des autres, d'amnistie, et en ligne de mire la libération de Laurent Gbagbo, Blé Goudé, éventuellement de Simon Gbagbo. Et tout ça répond à... Voilà, donc il n'a peut-être pas voulu entrer à nouveau dans cette polémique, donc il dit parlons de cohésion sociale. Mais est-ce qu'il y a une cohésion absolue, il y a une cohésion totale sur certaines questions ne sont pas réglées, s'il n'y a pas une justice équitable? Moi, je me permets de redire, moi j'ai toujours, jusqu'à nouvel ordre, sauf à en être convaincu, toujours refusé la logique de l'amnistie. Au lieu de faire l'amnistie pour tous, moi je veux une justice pour tous. J'estime que on ne peut pas continuer à trouver des solutions faciles qui ne nous mettent pas à l'abri de nouvelles violences, à savoir l'amnistie. Il faut plutôt une justice pour tous. Donc sur la question, c'était la position du président, mais je crois depuis que les préfets sont montés au créneau à la chute du député Méambli, le président a dit le moment venu. Bon, moi je ne comprends pas ce que ça signifie, c'est-à-dire on fera les procès, on les terminera et puis après on fera l'amnistie. Ben, ça veut dire en 2020-2025,
des petits malins aussi vont vouloir gâter le coin, quoi. Et puis ils vont se dire 5-10 ans après la prison, ils auront aussi leur amnistie. Voilà la difficulté. Alors, il y a un dernier point sur lequel il est intervenu, c'est à propos de l'émergence. Sur l'émergence, il met pour la première fois, moi je l'entends, un petit bémol quand même. Il dit, cela peut être difficile pour 2020, mais ce qu'on retient également, c'est que sa détermination reste intacte. Félix. Oui, l'émergence n'est pas qu'infrastructurelle. L'émergence, c'est aussi le niveau de vie de la population. Aujourd'hui, si on parle de seuil de pauvreté en Côte d'Ivoire, je pense que les Ivoiriens sont encore pauvres. Je pense que quand on parle de chômage, le chômage est encore grandissant. Les problèmes, même, beaucoup de problèmes au niveau de la jeunesse. Donc le président, il est conscient que c'est vrai, beaucoup aura été fait. Mais au plan social, je pense qu'il y a beaucoup encore à faire pour pouvoir prétendre à l'émergence. Il ne s'agit pas de faire pousser des immeubles, des ponts ou construire des autoroutes pour dire que le pays a émergé. Mais le pays aura émergé lorsque les Ivoiriens auront atteint un certain niveau au niveau de leur seuil, de leur capacité de consommation. On est aujourd'hui dans une société de consommation. Les pays émergents d'Asie, on sait combien gagne un citoyen à Singapour, à Dubaï, et combien il dépense, quel est son train de vie. Là, en Côte d'Ivoire, le train de vie est encore très bas. Il y a beaucoup de... D'ailleurs, le gouvernement ivoirien a un budget maintenant qu'il alloue à des populations les plus pauvres. Quand on a ces populations les plus pauvres à entretenir, je pense qu'on n'est pas émergent. On est encore à un stade, mais on a évolué quand même au plan des infrastructures. Quand le président dit qu'il est toujours déterminé, on voit que tout le temps, le Conseil des ministres, tous les conseils des ministres produisent des déclarations qui vont dans le sens d'améliorer le côté social des Ivoiriens. Mais là aussi, mon point de vue sur la question, beaucoup de communication au niveau du gouvernement. Je pense qu'il faut beaucoup passer plus aux actes que de communiquer pour dire on va émerger, on fait ci, on fait ça. Beaucoup de lois d'ailleurs qui sont votées, qui ne sont pas mises en œuvre. Bien sûr. On va aborder la deuxième partie de ce duel et pour évoquer l'adhésion au RHDP de la 2 fois candidate malheureuse à la présidentielle ivoirienne, Madame Henriette Lagou, la présidente fondatrice du parti Renouveau pour la paix et la concorde. Est-ce une surprise? Est-ce une bonne nouvelle pour le RHDP qui s'élargit alors que certains sont en instance de départ? Et puis, question existentielle, qu'est-ce que cette adhésion peut apporter au RHDP? Moi, pas grand-chose. Hein. De toute façon, je pense que le RHDP doit peut-être chercher à s'allier. J'ai beaucoup de respect et de considération pour Henriette Lagou, que j'ai de l'estime pour elle, mais elle pourrait peut-être faire un parti plus grand, plus fort. Elle a pris des positions fortes. Bon, aujourd'hui, elle entre au RHDP pour dire le contraire de ce qu'elle a dit. C'est vrai, dans la vie, on évolue, ça change. Oui, mais bon, si le président a dit qu'il peut se renier ses convictions pour le 3e mandat, bon, pourquoi lui en tenir rigueur elle? Mais je vois pas ce que ça peut changer. Hein. Je pense que je vois pas ce que ça peut changer pour le RHDP. Maintenant, elle, je ne sais pas ce qu'elle peut y gagner. Et on attend toujours de voir. Je pense aussi qu'elle est arrivée à une période de maturation dans son parcours pour comprendre aussi un certain nombre de choses. Mais en même temps, ça devait interpeller les acteurs politiques sur l'exigence de la modération aussi, de la mesure dans les postures qu'on peut avoir à prendre en se disant, quand on dit quelque chose aujourd'hui, demain on peut être amené à dire le contraire. Donc en le disant, on ne doit pas être excessif. Non, on doit garder la mesure. Quelquefois, je pense qu'elle a été excessive. Voilà. Félix Boni, est-ce que c'est une bonne décision? Qu'est-ce que ça peut apporter au RHDP, cette adhésion-là d'Henriette Lagou? Moi, je vais parler en termes d'image et je vais prêter le mot au DG de l'intelligence d'Abidjan qui a parlé de maturation politique. Effectivement, quand on atteint sa maturation, on ne peut qu'amorcer sa phase de déclin. Henriette Lagou, je ne sais pas ce qu'elle représente véritablement encore sur la scène politique ivoirienne. Je pense que c'est une dame qui a amorcé sa phase de déclin, qui cherche un dernier point de chute et qui atterrit. Oui, c'est méchant de le dire, mais moi je veux parfois être assez direct avec nos dirigeants politiques parce que faire ce détour, ça dit cracher en l'air pour voir son crachage se retomber sur sa propre, son propre visage,
c'est un peu ce qu'Henriette fait, qui quitte le PDCI, on se retrouve au LMP, on tient des propos virulents contre le RHDP, et puis on revient pour retomber au RHDP. Cette forme de transhumance, je pense que ça n'honore pas la scène politique. Il faut un peu d'éthique en politique. Et moi, je suis vraiment désolé, Madame Henriette Dalago, vous me suivez, je vous le dis, c'est la politique, il faut un peu d'éthique pour que vous puissiez convaincre des gens à vous suivre. Votre arrivée au RHDP en ce moment précis, ça n'apporte rien au RHDP. En termes d'image, vous n'apportez rien, parce qu'en termes d'image, vous avez transité un peu partout. Ça devient... moi, je parle avec mon cœur, ce n'est pas une attaque personnelle, j'ai rien contre elle, c'est une bonne tante, une bonne grande sœur. Je me demande pourquoi le président Bédié n'a pas profité pour la recruter au PDCI. Tout simplement, c'était pas mauvais, non? Elle aurait pu revenir au PDCI au lieu de tirer avec elle un parti qui n'apportera pas grand monde au RHDP. Et puis le RHDP ne s'élargit forcément pas avec la venue de Henriette. Il faut savoir combien de personnes elle a derrière et qu'est-ce qu'elle recherche. Je pense qu'elle recherche quelque chose pour elle-même. C'est déjà pas mal. Donc c'est la fin de ce duel des éditorialistes et merci de l'avoir suivi et vous pouvez continuer de nous suivre. Poursuivre d'ailleurs déjà ce débat sur nos plateformes communautaires, Facebook, Twitter, YouTube. Et un merci particulier à nos nouveaux abonnés. Ils sont 1 millier depuis le début de cette nouvelle aventure. Merci infiniment et à très vite.